Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question, est-ce que les antiparticules remontent le temps? Pour les personnes qui n'ont jamais été confrontées à l'idée que les antiparticules puissent remonter le temps, cette question peut paraître absurde. Mais nous allons voir ensemble pourquoi cette question est légitime à être posée. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler de toutes les particules, mais seulement des particules élémentaires et des particules de spin 1,5. Pour les personnes qui ne sont pas habituées avec la physique des particules, je vais vous expliquer calmement ma dernière phrase. Les particules élémentaires sont des entités insécables de la physique, c'est-à-dire des entités qu'il est impossible de décomposer en éléments plus petits. Par exemple, une molécule est constituée de plusieurs atomes, donc les molécules ne sont pas des particules élémentaires. Les particules élémentaires classiques sont le boson de Higgs, l'électron, les neutrinos, les quarks et le photon. Il y en a d'autres, mais ce n'est pas important ici. Il faut maintenant que je vous parle du spin. C'est une notion assez difficile à visualiser, car il n'existe aucun équivalent dans notre monde classique, mais il se trouve que mathématiquement, le spin est similaire à un moment angulaire, c'est-à-dire au fait de tourner sur soi-même, bien que quantiquement ça ne peut pas être le cas, car à cause de cela, certaines parties de la particule pourraient aller plus vite que la lumière, ce qui est impossible. Mais pour cette vidéo, il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails. Parmi les particules élémentaires dans le modèle standard des particules, il y a des particules qui ont comme spin 0, comme le boson de Higgs, d'autres 1,5 comme l'électron ou les quarks, et d'autres un spin égal à 1 comme le photon. L'information cruciale à comprendre est qu'en physique des particules, l'équation régissant l'évolution d'une particule dépend fortement du spin. De plus, il y a une très grande différence entre les particules qui ont un spin entier et les particules qui ont un spin demi-entier. Les premières sont appelées des bosons, alors que les deuxièmes sont appelées des fermions. En mécanique quantique, j'ai une fonction d'onde qui décrit l'ensemble de mes particules. La question fondamentale est que se passe-t-il lorsque j'échange deux particules? Pour répondre à cette question, on peut faire deux fois cette même opération, mais en le faisant, je reviens à mon état initial, donc il ne s'est rien passé. Mathématiquement, cela signifie que mon opérateur P échangeant deux particules dans ma fonction d'onde est tel que P carré est égal à 1. Donc, échanger deux particules revient à multiplier par une racine carrée de 1, qui sont 1 et moins 1. C'est la différence entre fermion et boson. Si j'ai une famille de bosons et que j'échange deux particules, alors cela ne change rien. Mais pour les fermions, si j'en échange deux, alors j'ai un signe moins qui apparaît. Cela peut paraître inutile pour les personnes ayant fait de la mécanique quantique, car en mécanique quantique, seule la probabilité, c'est-à-dire le module au carré de la fonction d'onde, est mesurable. Donc, qu'il y ait un plus ou un moins ne change rien. Mais cela serait aller trop vite en besogne. Supposons que j'ai une famille de fermions avec deux particules dans le même état. Dans ce cas, si je les échange, cela ne change rien. Mais en même temps, étant des fermions, je dois aussi ajouter un signe moins. J'ai donc l'égalité psi est égal à moins psi. Mais en ajoutant par psi des deux côtés et en divisant par 2, j'obtiens psi égale 0. Ce qui signifie que la probabilité associée est nulle, et donc il est impossible d'avoir deux fermions dans le même état quantique. Ce résultat s'appelle le principe d'exclusion de Pauli. C'est ce phénomène qui empêche les étoiles à neutrons de s'effondrer sur elles-mêmes. Sinon, les neutrons, qui sont des fermions, seraient dans le même état. Il y a une pression dite de dégénérescence, et donc ce sont des effets quantiques qui expliquent les propriétés macroscopiques de ces astres. C'est ce principe d'exclusion qui explique aussi les propriétés des métaux, mais nous en parlerons dans une prochaine vidéo. Par rapport au boson, la démonstration précédente ne fonctionne pas car il n'y a pas de signe moins qui apparaît, donc rien n'empêche d'avoir des bosons dans le même état quantique. Et grâce à cela, il est possible de faire des condensats de Bose-Einstein qui correspond à un nombre suffisamment grand de bosons dans l'état fondamental, ce qui permet d'avoir des effets quantiques à une échelle macroscopique. Maintenant que nous avons la notion de particules élémentaires et de leur spin, il reste encore à définir la notion d'antiparticule. Les particules ont certaines propriétés comme une charge électrique, une masse et un spin. Une antiparticule associée à une particule aura les mêmes propriétés mais avec une charge électrique opposée. Par exemple, pour l'électron, son antiparticule s'appelle le positon en français et positron en anglais. Une propriété connue des antiparticules est que si une particule et son antiparticule se rencontrent, alors ils peuvent s'annihiler ensemble pour former de la lumière. Mais en le faisant, l'énergie de la lumière correspondra à l'énergie de masse de l'électron, qui est une très grande énergie. Il reste encore une dernière chose à introduire avant de traiter des antiparticules qui pourraient remonter le temps. Il s'agit de la résolution de l'oscillateur harmonique, ce qui correspond à l'équation quantique d'un ressort. Pour le résoudre, la manière la plus naturelle est d'introduire un opérateur créateur, noté A dagger, qui ajoute un mode de vibration, et un opérateur annihilation, noté A, qui enlève un mode de vibration. Si je prends une fonction d'onde, l'opérateur qui va donner l'énergie de cette fonction d'onde correspond à l'hamiltonien H est égal à E0, une certaine énergie, multiplié par A dagger A plus 1,5.
Si on l'applique à une fonction d'onde psi, on trouve h psi est égal à E psi, avec E l'énergie du système. Une chose très intéressante dans cette fonction est le terme 1/2, qui signifie que même si l'oscillateur harmonique est au repos, sans excitation, il y a une énergie résiduelle. Maintenant que cette longue introduction est faite, entrons dans le cœur du sujet. Comment se pourrait-il que les antifermions remontent le temps? Pour le comprendre, il faut que je vous montre la formule de l'hamiltonien, c'est-à-dire l'opérateur qui représente l'énergie, dans le cas d'une particule de spin 1/2. Sa formule est à l'image. La formule est plus compliquée que pour l'oscillateur harmonique, mais les détails ne sont pas importants pour aujourd'hui. Il y a deux couples d'opérateurs création-annihilation. Celui utilisant la lettre B correspond au cas des particules, et celui utilisant la lettre D aux antiparticules. Mais nous voyons qu'il y a un moins devant la partie correspondant à l'antiparticule. Or, le premier formalisme historiquement capable de déterminer cette formule correspond à la mécanique quantique relativiste. Dans ce formalisme, les opérateurs création et annihilation sont des nombres, donc on peut les échanger sans problème. L'intérêt de cette démarche est que la situation physique sans particules a une énergie non nulle à cause de l'énergie du point zéro de l'oscillateur harmonique. Mais en physique des particules, nous travaillons avec des variations d'énergie. Et pour des raisons mathématiques, il faut faire cette procédure pour ne pas avoir de problème d'énergie infinie. Mais je n'entre pas dans les détails, peut-être une prochaine fois. À cause du signe à l'intérieur de l'hamiltonien, les particules sont caractérisées par des énergies positives, alors que les antiparticules par des énergies négatives. Mais cela pose un très gros problème, car l'énergie dont on parle ici correspond à l'énergie en relativité restreinte, qui est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie de masse. Or, cette quantité ne peut être que positive, donc les antiparticules posent problème. Mais les antiparticules étant une prédiction observée de la physique des particules, il faut trouver une solution. La solution historique a été de prendre au sérieux cette énergie négative, mais de faire un tour de passe-passe pour la rendre positive. L'idée est que lors de la propagation d'une particule, l'énergie n'apparaît pas de manière isolée, mais systématiquement multipliée par le temps. Or, on a l'égalité E fois t est égal à moins E fois moins t. Autrement dit, physiquement, changer à la fois le signe de l'énergie et du temps n'a pas d'impact. Donc si on veut imposer que l'énergie d'une antiparticule soit positive, il suffit de la multiplier par moins 1, mais le faisant, il faut multiplier par moins 1 le temps, ce qui fait qu'au lieu d'avoir un temps croissant, les antiparticules ont un temps décroissant. Autrement dit, si les particules avancent normalement dans le temps, les antiparticules doivent remonter le temps. Ce résultat extrêmement contre-intuitif implique une notation dans les diagrammes de Feynman qui représente les interactions entre particules. Supposons que j'ai un électron et un anti-électron qui interagissent par émission d'une particule virtuelle. On peut représenter ce diagramme de Feynman. Le temps avance de gauche vers la droite sur ce schéma. Pour l'électron, il faut donc faire une flèche de gauche à droite et pour le positron, une flèche de droite à gauche pour remonter le temps. En le faisant, on voit que les lignes fermioniques ont les flèches qui vont tous vers le même sens, ce qui est utile pour faire des calculs. Sans rentrer dans les détails, pour calculer les propriétés physiques, il faut remonter les lignes fermioniques. Une chose étrange avec ce résultat est que certaines particules peuvent être leurs propres antiparticules. Pour les particules de spin 1/2, dans ce cas on dit que ce sont des particules de Majorana, sinon ce sont des particules de Dirac. Cela ne peut être le cas que pour des particules neutres, car dans ce cas le signe doit être l'opposé de lui-même. Et dans le modèle standard des particules, les neutrinos sont des particules neutres de spin 1/2. Aujourd'hui, on ne sait pas s'ils sont leurs propres antiparticules, mais le simple fait que cela soit une possibilité rend le fait que les particules avancent de le temps et que les antiparticules remontent le temps absurde, car dans ce cas, les particules de Majorana devraient aller à la fois vers le futur et vers le passé, ce qui est contradictoire. Pour résoudre ce problème, il faut arrêter de faire de la mécanique quantique relativiste, qui comme son nom ne l'indique pas, n'est pas une théorie quantique mais classique. Les opérateurs création et annihilation ne sont pas réellement des opérateurs mais des fonctions. Pour quantifier la théorie, il faut les remplacer par des opérateurs. Et si on le fait dans l'hamiltonien pour les fermions, alors on a la même formule mais avec des opérateurs. Et pour ne pas avoir une énergie infinie, on introduit le produit normal, qui demande de mettre les opérateurs création à gauche et annihilation à droite. Mais étant des opérateurs, il n'est plus possible de les échanger comme si c'était des nombres. On utilise donc les règles des fermions, où il suffit d'ajouter un signe moins pour les échanger. Et en le faisant, il n'y a plus de problème de signe. L'énergie des antiparticules est positive, tout comme celle des particules. Ce qui signifie qu'il n'y a aucune raison d'introduire une notion de temps négatif pour les antiparticules. Et donc les particules et les antiparticules vont tous vers le futur. Sachant cela, nous pourrions vouloir changer les diagrammes de Feynman pour ne plus avoir les antifermions qui remontent le temps. Mais ces diagrammes sont tellement pratiques pour calculer les observables que l'on a choisi de garder la convention d'écrire comme si les antifermions remontaient le temps. Pour conclure, nous avons vu dans cette vidéo en quoi avec une version naïve de la physique des particules, c'est-à-dire la mécanique quantique relativiste,
il était naturel d'introduire le fait que les antifermions remontent le temps. Mais nous avons ensuite vu que si on quantifie cette théorie, alors les problèmes disparaissent. Et dans cette formulation adéquate, c'est-à-dire la théorie quantique des champs, toutes les particules, anti ou non, vont bien vers le futur. Aucune ne remonte le temps. Cela est très intéressant, car il témoigne du fait que physiciens et mathématiciens travaillent conjointement. Les physiciens trouvent de nouveaux outils ou théories et les utilisent, mais étant neuves, elles ont des incohérences. Mais les mathématiciens passent par là pour rendre le tout cohérent. Nous pourrions être tentés de dire que les physiciens ont tort de faire de la sorte. Ils devraient prendre le temps de bien être sûrs que les outils sont rigoureux avant de les utiliser. Mais cela serait une erreur, car il vaut mieux explorer lorsque l'on fait de la recherche, quitte à parfois être maladroit si ensuite cela permet d'avoir une science plus solide.